Préparer la jeunesse à la relève du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, un des objectifs que s'est assigné à Web Radio par le canal de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Aujourd'hui, dans ce nouveau concept que nous appelons la relève, nous recevons des étudiants avec qui nous allons faire un échange au sujet du développement de notre pays à tous les niveaux et dans tous les degrés. Donc, chers auditeurs, restez connectés et suivez. Nous sommes dans un format de discussion, comme on l'a dit dès le départ. Il y a des thématiques que vous avez choisies, donc je laisserai libre à vous la possibilité de poser des questions. Je ne sais pas qui va commencer. Apparemment, nous allons parler de la situation sécuritaire, la situation diplomatique avec la venue du président Macron et du processus électoral. C'est bien ces thématiques-là que vous avez retenues. D'accord, donc on peut y aller. Qui commence ? Merci beaucoup, l'honorable Jean-Jacques Mamba, et merci à tous les amis qui sont ici, qui ont répondu présent. Si nous avons choisi ces trois sujets, parce que moi je considère que ces trois sujets-là sont le sujet de l'existence de la RDC, de par les élections, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, et l'arrivée de M. Macron, qui a impacté non seulement la politique interne de la RDC, mais aussi la politique internationale. Alors, la question que j'aimerais bien poser, la première question, serait sur le plan sécuritaire. Voilà. Non, c'est vrai, mais c'est rare. Et quelles sont d'abord les stratégies mises en place, par exemple, par la RDC pour éradiquer les groupes armés? Aujourd'hui, on parle des M23. On considère que les M23, c'est des groupes de rebelles qui mettent à mal la continuité de l'État, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour mettre fin à ça, il faut réellement du concret. Il faut quoi pour mettre fin à cette, comment dirais-je, massacre ou cette insécurité qui demeure à l'est de la République démocratique du Congo? Merci. D'accord, c'est une question qui taraude mon esprit depuis. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse concrète et magique. On ne va pas dire il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à la base, il faut d'abord comprendre la situation. Comprendre la situation, c'est-à-dire faire l'analyse historique de la situation. Vous savez, à un certain moment, nous avions un président de la République, le feu maréchal Mobutu, qui nous avait maintenus dans la paix pendant 32 ans. La situation socio-économique s'était dégradée et nous étions tous demandeurs de démocratie. Le président Mobutu, à l'époque, avait demandé que nous ayons une tripartite avec 3 partis politiques et nous avions choisi le multipartisme, ce qui a créé aujourd'hui, nous sommes à 1000 partis politiques. Mais lorsque vous prenez cette base-là, vous remarquerez qu'à un certain moment, nous avions dit au président, au feu maréchal, que nous n'allons pas manger la paix. Et que, partant du fait que nous n'allons pas manger la paix, nous étions enclins à soutenir n'importe quelle rébellion qui pourrait, entre guillemets, chasser le président Ouzou du pouvoir. Je me rappelle du feu maréchal qui disait d'ailleurs à l'époque, lorsque le président Kabila venait, lorsqu'il a compris que c'était un Congolais qu'on avait mis à la tête de la rébellion, il disait « mais les armes que vous utilisez contre moi se retourneront contre vous ». Je me rappelle aussi lorsque nous avions acclamé à l'époque, en 1997, l'AFDL, l'armée de libération, Mobutu est parti, le feu maréchal Mobutu est parti, et le feu Tshisekedi, le feu président de l'UDPS à l'époque, était parmi les premiers, si pas le premier politicien, à venir dire à M. Kabila, le président Kabila, le feu Kabila, écoutez, vous avez libéré le pays, ok, Mobutu est parti, mais il serait bien, dès le début, en entame, que vous régliez la facture des personnes qui vous ont accompagné. Pourquoi il avait posé ce problème? Parce qu'il savait que derrière cet accompagnement, il y a tout un couloir qui était ouvert à l'emprise d'une partie de notre territoire, sur base de revendications on ne peut plus fallacieuses que nostalgiques. On parle du découpage de Berlin. Les Rwandais ont un problème de densité. Et à chaque fois, ils disent que dans le royaume, dans l'ancienne formule du royaume rwandais, Rutshuru faisait partie de ce royaume et que la plupart des territoires qui sont en train d'essayer de conquérir actuellement faisaient partie de ce royaume-là. Et donc, lorsque nous avons ouvert la brèche au motif que nous n'allions pas manger la paix,
ceux qui sont venus dans notre pays ont constaté qu'ils pouvaient faire, que c'était un Eldorado, et que finalement, ils pouvaient prendre la revanche sur l'histoire. C'est-à-dire que lorsque M. Kabila s'est rendu compte, à l'époque, qu'il y avait des difficultés, il s'est décidé de les chasser. Et eux ont dit non, on ne peut pas partir, nous sommes chez nous. En même temps, M. Kabila avait relégué le président Tshisekedi pour dire que c'était des Congolais. En même temps, eux se réclamaient Congolais, mais le jour que ça a bardé, ils sont tous partis, ils sont devenus des Rwandais. Et donc, on a vu beaucoup de mouvements, RCD et tout ce que vous voulez. Ceci, en gros, pour que vous compreniez d'abord le problème. Le premier problème, c'est que la stabilité d'un pays comme le Rwanda dépend étroitement, et celle de l'Ouganda, de l'instabilité à l'est du pays. Pourquoi ? Parce que dans une partie qui n'est pas sécurisée comme la nôtre, on va dire dans des termes terre à terre, les acheteurs des matières premières ne viennent pas installer leur siège, ne viennent pas installer leur bureau en Ituri, ne viendraient pas installer leur bureau à Beni, ainsi de suite, parce que cette partie est enclée au désordre. Ils vont aller dans un pays dont l'administration est forte, et donc là, M. Kagame a tapé fort parce que son administration est nickel. Et donc, lorsqu'ils arrivent, ils s'arrêtent au Rwanda et ils font toutes les affaires du Congo à partir du Rwanda. Le Rwanda est comme un petit pont par lequel sortent nos minerais, parce qu'en réalité, lorsque vous êtes à la frontière de Goma, à l'époque où les relations étaient normales, vous alliez constater des camions et des camions qui sortaient, mais qui sortaient légalement, qui devaient d'abord transiter par le Rwanda. Donc, le Rwanda prend ses commissions, toutes ces sociétés installées ou basées au Rwanda payent leurs taxes, et ça fait qu'aujourd'hui, le Rwanda semble être prospère. Donc, lorsque vous avez déjà compris le fond de cette guerre, vous devez aussi comprendre pourquoi, nonobstant le fait que nous sommes nombreux, que le Rwanda est un petit pays, nonobstant le fait que le budget de notre armée a triplé, je peux vous expliquer par exemple que l'année passée, en 2022, si les chiffres sont bons, je suis en même temps membre de l'ECOFIN, nous avons dépensé 424 millions de dollars pour ces FARDC. Vous allez vous poser une question qui est légitime. Pourquoi, avec tous les moyens mis en œuvre, nous n'arrivons pas à bout de cette guerre ? Ça, c'est une question qui peut être posée. Et c'est une question qui demande à ce que nous revenions maintenant dans la suite de l'histoire que je suis en train de raconter. Lorsque les Rwandais ont quitté le pays, ils sont revenus par des rébellions, les Rwandais, les Ougandais. Il y a une partie qui est venue avec le MLC qui a appuyé le MLC, il y a une autre partie qui a appuyé le RCD. Lorsque nous sommes arrivés au 1+4, on a dit qu'on devait faire une armée nationale et qu'on devait brasser. Le brassage supposait qu'on devait récupérer des rebelles, tant dans le haut commandement que dans les troupes, et faire une armée plus ou moins homogène. Alors que nous savions très bien que les agendas n'étaient pas les mêmes. Lorsque on regarde toute la chaîne de commandement à l'est du pays, vous allez constater que la plupart d'entre eux sont la plupart d'entre eux sont très proches du Rwanda. Vous voyez beaucoup de rwandophones, c'est ce que vous entendez. On dit que notre armée est infiltrée. Et donc, un militaire, lorsqu'il se bat, lorsqu'il est au front, il a une doctrine. Vous savez, l'armée, personne ne va dans l'armée pour gagner de l'argent. Personne ne va dans l'armée pour devenir riche. Ceux qui acceptent d'aller au front, de devenir des militaires, c'est des personnes qui croient en quelque chose. C'est des personnes qu'il faut endoctriner parce qu'ils doivent accepter de mourir pour quelque chose de valeureux. Et ce n'est pas l'argent. Vous pouvez aller aux États-Unis, ce ne sont pas les militaires qui sont les mieux payés. Un musicien, 1000 fois mieux payé qu'un militaire. Mais lorsque vous voyez quelqu'un porter cette tenue, il porte, si vous voulez, un idéal pour lequel il est prêt à mourir. Alors cet idéal, lorsqu'il est face à des trahisons, lorsqu'il est face à un manque de soutien logistique, le militaire peut se poser la question de savoir, je vais aller mourir, pourquoi ? Et donc, je crois que nous avons un grand travail, et c'est l'une des explications, pour avoir une armée qui n'est pas infiltrée, pour avoir une armée qui est organisée, pour avoir une armée qui est persuasive. Donc, je salue en passant les efforts du gouvernement, parce que nous sommes quand même passés d'une vingtaine de millions de dollars, 30 millions, aujourd'hui nous sommes à 424 millions, et je crois que nous allons encore monter en puissance. Vous avez vu qu'on a quand même acheté et acquis des armements et tout ça, mais ça ne suffit pas. Nous devons encourager les efforts du gouvernement en ce qui concerne les moyens alloués à l'armée qui est censée nous protéger. Mais d'autre part, il faudrait aussi que les autorités, en tout cas le commandement militaire, l'inspectorat militaire, les renseignements militaires continuent à faire ce travail fouiné consistant le fait d'exfiltrer toutes les personnes qui mettent à mal nos FARDC. Si des personnes détournent les rations ou la logistique pour nos militaires, que ces personnes-là soient arrêtées, extirpées de l'armée, de telle sorte que nous soyons en mesure, avec tous les recrutements que nous faisons, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'enrôlent, d'atteindre l'objectif qui est finalement sécuriser totalement l'ensemble du territoire national. Merci pour la réponse. Je crois que vous avez tout dit, malgré il manque encore certaines choses avec lesquelles je ne suis pas totalement d'accord, du fait qu'il y ait des moyens alloués, mais
la partie de l'Est demeure toujours dans l'insécurité, d'ailleurs je dirais même plus que ce qui existait à l'époque, parce qu'aujourd'hui on considère qu'il y a certains territoires congolais qui ont été accaparés par les groupes armés. Disons donc que les moyens qui ont été alloués n'ont pas été convaincants, ou bien c'est juste l'huile, ou dirais-je, c'est juste de dire comme pour plaire aux autres ou pour plaire à la population que nous avons alloué les moyens pour notre armée ou nous avons mené des réformes. Mais cette réforme n'est pas convaincante, monsieur l'honorable. Bon, vous savez, moi je vous comprends, c'est un sentiment que tout le monde ressent. Ceux qui vivent à l'Est ne vivent pas des chiffres qu'on donne à l'armée. Quelqu'un qui est dans un camp de déplacés, vous allez lui expliquer, vous savez, cette année on a donné 424 millions à l'armée, lui il dort à la belle étoile, il ne va pas vous entendre. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y ait cette disparité ou que ce soit asynchrone le fait d'avoir un budget qui augmente et des résultats qui sont moyens. Maintenant, pour résoudre cette équation, je viens de donner quelques pistes. D'abord, c'est l'inspectorat de l'armée, dans l'inspection générale. Il faut continuer le travail fouiné des renseignements militaires, dont nous avons l'ANER pour cela, nous avons la DEMIAP, mais il faut aussi que des descentes soient faites sur terrain et qu'on s'assure que les moyens qui sont dépensés ou les moyens qui sont alloués arrivent à destination, parce que ça, c'est un autre problème. Il semblerait qu'il y a des moyens qui sortent ou qui sont mis à disposition, mais qui n'arrivent pas à destination. Et donc ça, c'est le travail du renseignement militaire. Mais comme je vous le dis, vous savez, les guerres, même Poutine, qui a tous les moyens du monde, avait pensé annexer ou détruire l'appareil administratif et même le pouvoir ukrainien en une semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mois. Ça veut dire qu'indépendamment des stratégies et des moyens que l'on met, une guerre reste une guerre. Vous avez des stratégies, les ennemis ont aussi des stratégies. Il vous appartient d'être les plus forts. Et donc, je crois que nous sommes dans un processus de renforcement de capacité. Vous savez, cette guerre du M23 à l'époque, on avait très rarement entendu des généraux aller en prison, des colonels aller en prison, ainsi de suite. Vous remarquez que ces jours-ci, à chaque fois qu'il y a une information qui est vérifiée, il y a même un collègue député qui est allé en prison. Alors que il y a beaucoup de députés collègues à l'époque qui géraient des groupes armés. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous voyez une personne condamnée parce qu'il y a eu un travail de renseignement derrière et ce travail est épilogué sur des preuves matérielles et accablantes concernant le collègue. Je ne suis pas solidaire avec lui parce que ça, c'est trahir le pays. Donc, je suis fortement déçu parce que je parlais souvent avec ce papa qu'on en arrive là, mais je ne pense pas que c'est le dernier. Et comme je le dis, on peut passer des heures à constater ce qui ne va pas, mais essayons de mettre encore plus d'énergie à chercher des solutions dans le sens, comme je dis, non seulement d'encourager le gouvernement à maintenir le cap en ce qui concerne la logistique de nos forces armées, mais d'autre part, nos services de sécurité et vous-même aussi. Vous pourriez avoir des membres de votre famille, vous pouvez avoir des gens que vous connaissez qui peuvent être ici à Kinshasa, mais qui travaillent en connivence avec l'ennemi. Donc c'est une affaire de tous. Chacun doit participer de la rationalisation des moyens mis à la disposition de l'armée, et chacun doit participer de l'assainissement de nos FARDC. Merci beaucoup. Je crois que les amis auront aussi besoin de poser des questions, mais j'ai une dernière question, une petite question sur nos services des renseignements. Pensez-vous que nos services des renseignements font vraiment un travail qui permet à la RDC de pallier à ces problèmes-là de l'insécurité? Ce que je pense, c'est qu'on a arrêté un député que je ne soupçonnais pas, avec qui je parlais très bien, avec lequel on partageait un café. Je ne vais pas citer le nom des gens, mais il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Est-ce que j'ai la mesure de l'efficacité de nos services de renseignement? Je ne l'ai pas. C'est une prétention aujourd'hui de vous dire, ce serait une prétention de vous dire, écoutez, ils travaillent bien, ne travaillent pas bien. Je n'ai pas les outils pour mesurer, si vous voulez, la qualité de leur travail, mais je peux prendre des faits, et des faits sont là. C'est qu'il y a quelques années, alors que le M23 attaquait, nous avions rarement vu des hauts gradés militaires aller en prison, et jamais d'ailleurs de députés avaient été incriminés pour des faits de trahison. Donc je crois que c'est un travail qui a été fait. Il faut féliciter ce travail, il faut encourager ce travail, parce que lorsque nous arriverons à bout des infiltrés, lorsque nous aurons extirpé tous les infiltrés, je pense que notre armée se portera mieux. Oui. Oui, merci. Moi, c'est M. Rigan Imabego. En fait, en pensant, je salue d'abord les efforts fournis par le gouvernement, parce que nous voyons quand même qu'aujourd'hui, nous avons quelques réalisations en termes de l'insécurité qui se passe à l'est du pays. Mais je m'en vais quand même poser une question par rapport à la trajectoire de la guerre. Nous avons vu avec vous que non, par rapport à la trajectoire de la guerre de l'Est, il y a ce qu'on appelle le problème de brassage, d'où nous avons connu des généraux tout proches du Rwanda à la tête de notre armée. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui,
La RDC vient de signer un accord avec l'EAC, d'où les forces de l'EAC s'installent au Congo pour défendre la RDC. Alors, parmi ces forces de l'EAC, vous allez trouver, il y a même des soldats burundais qui viennent, des soldats ougandais qui viennent au Congo pour défendre la RDC. Alors, si nous venons sur le plan diplomatique, vous allez trouver que non, les M23 sont soutenus par le Rwanda, chose que tout le Congolais sait déjà. Le M23 est soutenu par le Rwanda. Mais sur le plan diplomatique, nous allons constater avec vous que le Rwanda est en bon terme avec le Burundi et l'Ouganda, c'est le plan diplomatique. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des coopérations entre le Rwanda et le Burundi et le Burundi et l'Ouganda. Alors, comment expliquer que non, le Rwanda, qui est un État ami avec l'Ouganda, pour s'accepter que l'Ouganda vienne défendre la RDC au détriment du Rwanda? On ne va pas encore retourner dans la même stratégie de brassage de l'époque, avec cette politique de l'EAC. D'accord. Oui. Moi, c'est David Kankolongo. Je voulais un peu compléter la question de l'ami. Concernant ce que l'ami vient de dire, il y a quelques minutes, vous venez de dire que M. Tshisekedi avait, entre guillemets, conseillé le fait Laurent Désiré Kabila de payer l'enveloppe à tous ceux-là qui l'ont accompagné pour faire sortir M. Mobutu. Ne pensez-vous pas que ça sera le même cas aujourd'hui avec la présence de l'armée ougandaise, je ne sais pas, des autres? Ne pensez-vous pas que ça sera encore la même chose? Parce que si nous sommes arrivés à ces niveaux, c'est peut-être parce que Laurent Désiré Kabila n'avait peut-être pas payé l'enveloppe qu'il fallait à ses collaborateurs à l'époque. Ne pensez-vous pas que ça sera encore la même chose avec nous aujourd'hui, avec la présence des autres armées qui viennent assister le FARDC? D'accord. Ce que je pourrais vous dire, c'est que la première des choses, ce n'est pas le même cadre. La première alliance consistait à combattre le régime de Mobutu et à libérer l'ex-Zaïre. Après, pour moi, je ne considère pas que c'était une libération. Donc là, l'objectif était clair. L'EAC, c'est une communauté des pays d'Afrique de l'Est qui a une charte et qui ne tourne pas qu'autour des problèmes sécuritaires. Notre adhésion à l'EAC répond aussi de quelques objectifs économiques. Et dans cette charte, donc vous avez des objectifs économiques à atteindre, mais aussi il y a des aspects sécuritaires, de protection, des règlements de conflits entre les pays membres de la structure. Donc, si facture y a à payer, ça va se faire dans le cadre de la charte de l'EAC. Maintenant, la question posée, c'est la question de l'efficacité. Beaucoup se poseraient la question de savoir pourquoi est-ce que ces forces sont sur place, elles ne combattent pas, les rebelles continuent à progresser, ainsi de suite. Vous savez, à titre personnel, je ne crois pas trop au mécanisme d'intégration régionale lorsque votre pays est faible. C'est-à-dire dans une position de faiblesse, où vous avez une administration qui est faible, vous avez une armée qui est affaiblie, il est tout à fait difficile de sous-traiter des aspects qui relèvent exclusivement de la souveraineté du pays. Ça veut dire que je ne conçois mal aujourd'hui que ce soit d'autres forces, par exemple en Ukraine, qui viennent combattre à la place des Ukrainiens. Vous avez vu qu'il y a des appuis logistiques, il y a tout ce que vous voulez, mais ce sont des Ukrainiens qui se battent pour leur pays. Donc nous devons considérer que nous avons des FARDC, que nous avons une population aujourd'hui qui avoisine les 100 millions d'habitants, une population extrêmement jeune, et que nous avons la capacité de faire numériquement une armée qui peut faire jusqu'à 1 million de personnes. Vous savez, aujourd'hui, l'armée rwandaise a 33 000. Notre armée a 175 000. Je parle des effectifs recensés. On parle des statistiques. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est que vous pouvez avoir une armée de 33 000 personnes qui est bien équipée et une armée de 175 000 personnes qui n'est pas motivée et qui n'est pas équipée. Ça veut dire que vous pouvez avoir 10 personnes de l'autre côté de la rive qui sont extrêmement armées, qui font fuir 1000 personnes qui sont du côté de l'autre rive parce qu'ils sont démunis d'armes, ils sont démotivés. Donc l'armée, c'est aussi cela. Ça veut dire qu'il y a un commando de 5 personnes qui peut venir faire fuir 3, 4, 5, 6 bataillons amassés à un endroit parce que la puissance de feu fait en sorte que, bon, voilà, ils ne supportent pas, ils préfèrent fuir. Alors que derrière, et d'ailleurs, vous allez remarquer, même pour les territoires qui sont tombés, j'ai ouï dire qu'il y a certains territoires pour lesquels il n'y a pas eu de combat. Donc, il ne faut pas que nous chargions les organisations ou les personnes qui, entre guillemets, viennent ou feignent de venir nous aider. Parce que je ne crois pas. Les pays sont liés par des relations d'intérêt. Et donc,
l'EAC, où on a parlé de Macron, et peut-être qu'on va parler de tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent très peu. Ce qui m'intéresse maintenant, parce que vous êtes des jeunes, vous devez savoir quels sont les défis qui vous attendent demain. Dans 10 ans, dans 15 ans, on aura moins d'énergie, on va peut-être disparaître de la scène politique, on ne va pas faire comme nos aînés qui restent là jusqu'à 70 ans, 75 ans, des autorités morales. Nous, on va peut-être quitter la scène un peu plus tôt. Et vous aurez la responsabilité d'abord de la compréhension de ce que nous sommes en train de dire, de l'analyse froide de la situation. Et si cette situation perdure, des stratégies que vous mettrez en place lorsque vous serez au pouvoir pour venir à bout de ce problème. Parce que vous savez, c'est une guerre générationnelle. Les Rwandais se battent pour un idéal. Ils se battent pour un idéal. Ils ne vivent pas dans le luxe. Lorsque vous allez à Rutshuru et tout ce que vous voulez, vous allez constater que ces personnes, lorsqu'elles se battent pour quelque chose. Elles revendiquent quelque chose. C'est vrai qu'elles ont, de manière très claire, elles ne veulent pas évoquer ces questions. J'ai eu des discussions avec certains Rwandais. On évoque ces questions-là de manière subliminale, mais vous comprenez qu'ils se battent pour quelque chose qui leur est cher. Et pour eux, ils se battent pour la terre, parce qu'ils veulent occuper ou, entre guillemets, récupérer des terres qu'ils estiment leur appartenir. Donc, vous devez comprendre ce problème-là tel quel. C'est vrai que dans l'EAC, il y a des Ougandais, il y a même des Rwandais. Le Rwanda aussi a signé. Mais si nous avons une armée dissuasive, si nous réglons les problèmes d'administration que nous avons, si nous avons la capacité aujourd'hui de renforcer notre administration et de permettre finalement à n'importe qui veut vivre au Congo de venir vivre, parce que, écoutez, vous savez, lorsque vous allez à l'étranger, et je vais terminer par là pour cette question, vous êtes Congolais, vous allez aux États-Unis ou vous allez en Belgique, vous vous y installez, à un certain moment, on vous donne la nationalité belge. Et même si on ne vous la donne pas, vous décidez d'entreprendre, vous pouvez avoir une compagnie, une société, vous engagez des Belges, ça m'est arrivé d'engager des Belges, j'avais une société à l'étranger, vous vivez comme n'importe quel citoyen, vous payez vos impôts, vous payez vos taxes, et vous vous établissez parce qu'il y a une administration qui vous a identifié au préalable, et personne n'est au-dessus de la loi. Cela veut dire que ceux qui ont les velléités nostalgiques des territoires et qui veulent, entre guillemets, réclamer de force la nationalité congolaise ou s'imposer, parce que nous avons 450 ethnies, et si on devait chaque fois arrêter le pays pour une seule, qui se fait appeler les Banyarwanda ou les Banyamulenge, alors les 449 autres ethnies, si elles prenaient les armes, ce pays n'allait pas fonctionner, allait s'arrêter. Donc, si quelqu'un estime qu'il est congolais et qu'il aimerait bien vivre dans ce pays, qu'il n'a qu'à venir, il demande sa carte d'identité. Si on a une administration qui fonctionne, il peut même s'établir comme Rwandais, il peut vivre des années et des années. Nous sommes un pays hospitalier, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est qu'au nom de cette nostalgie-là, historique, qu'on peine même à vérifier, et même si c'était le cas, les choses sont faites telles quelles, nous avons un pays un et indivis, et nous n'allons négocier aucun centimètre, que vous commenciez à tuer, et de la pire des manières, pour créer la frayeur, pour créer la terreur, que vous tuiez des femmes, que vous violez des femmes, au nom d'un idéal qui, au-delà d'être nostalgique, est inutile, parce que c'est une perte de temps pour nous tous. Vous voyez un peu toute la sous-région là, de l'Est du pays. Il y a tout pour se développer. Ce soit les Ougandais, les Rwandais, et nous-mêmes les Congolais, et n'importe qui peut s'installer là-bas, payer ses impôts et faire des investissements sérieux, investissements industriels, et engager les jeunes qui sont là-bas. Le taux de chômage dans ces contrées est de plus de 95%. Donc ce sont des contrées qui ne se développent pas. Pourquoi on doit continuer à se tuer au motif que, ici c'était chez nous, quand on était en 1922, c'est nous qui habitions ici, nous sommes des Banyarwanda, ça c'est notre territoire. Au fait, derrière chaque arme qui tue un Congolais, il y a un Américain, il y a un Russe qui fait du bénéfice. Parce que lui, il a fabriqué cette arme-là. Il a fabriqué les munitions. Et il doit payer son personnel. Ça veut dire que dans son plan marketing, lorsqu'il fabrique ses armes, il cherche où est-ce qu'il peut y avoir des conflits. Et il va chercher quel est le dindon de la farce qui va accepter d'aller prendre une arme pour tuer son semblable pour des motifs que je viens d'évoquer ici, des motifs nostalgiques, des motifs de morphologie. Donc voilà un peu comment vous devez comprendre la situation. Il faut aussi en même temps être panafricaniste. On ne devrait pas se gêner de la présence des Ougandais et des Rwandais, mais si nous avons une administration forte et que nous savons gérer tout cela, nous allons le faire. Alors une dernière question sur l'insécurité de l'Est. Bonjour Honoré Mamba. Oui, bonjour. Moi c'est le camarade Nathan Katout. Merci beaucoup pour ce cadre que vous nous accordez afin de s'exprimer librement. Ma question est d'ordre sécuritaire. J'aimerais savoir, pensez-vous
que la guerre de l'Est relève de l'irresponsabilité des autorités plutôt. Parce que quand bien il y a des pressions internationales et l'annonce d'un cessez-le-feu, mais la guerre continue toujours. Non, vous savez, les termes de référence ne sont pas ceux-là. Ce n'est pas une question d'irresponsabilité. Vous savez, quel que soit le président de la République qu'il y aura à la tête de ce pays, le M23 ne va pas cesser d'exister si on ne le contraint pas. Vous voyez, ils veulent s'emparer de Roubaix. À Roubaix, il y a de l'or. Voilà, il y a des mines un peu partout. C'est une guerre en même temps qui est économique. Donc, si vous me parlez d'une meilleure organisation, oui, parce qu'on peut mieux s'organiser pour venir à bout du M23. Irresponsabilité, je ne pense pas, parce que les velléités de ceux qui nous attaquent sont des velléités économiques. Et vous savez, dans une guerre, lorsqu'il y a des enjeux économiques, les notions de cessez-le-feu ne tiennent. Et vous savez que le cessez-le-feu n'intéresse que la personne qui est en position de faiblesse. Généralement, lorsque vous êtes en position de force, ce qui est le cas actuellement, parce que bon, ils ont quand même pris plusieurs territoires. Rappelez-vous que Bougoundagan est pris depuis plus d'un an aujourd'hui. Donc, ils sont plutôt enclins à vouloir continuer l'aventure parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà pris beaucoup de territoires et que ça peut continuer. Alors, je ne suis pas étonné qu'ils n'aient pas respecté le cessez-le-feu. Par contre, je suis content de la réaction des FARDC qui, aujourd'hui, ont continué à se défendre hier. Ils ont pilonné certaines positions. Ils essaient de se défendre tant bien que mal. Alors, on a quand même la visite du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, quelques membres ont été envoyés ici. Ils seront à Goma ce dimanche pour une conférence. On a aussi la visite du président, de l'ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui va venir. On en saura peut-être un peu plus, mais nos forces armées doivent rester aux aguets. Et comme je vous le dis, dans une négociation, celui qui est en position de faiblesse est généralement demandeur de cessez-le-feu, et celui qui ne l'est pas, lorsqu'il a une opportunité, il continue à avancer parce qu'il se dit, lors des négociations, il aura un avantage concurrentiel parce qu'entre guillemets, il a pris plus de territoire. Donc c'est un peu ça la logique de ces bandits, parce que moi je les appelle comme ça, mais je ne pense pas qu'ils atteindront leurs objectifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour les obliger ou les contraindre à un certain moment à se retirer des territoires conquis. Nous allons prendre le second sujet. On va parler des élections à venir. Possibilité ou impossibilité? Nous ouvrons la manche. Merci encore. Il faut passer le micro à Mme Déborah. Il n'y a aucune femme qui a parlé, c'est le mois de la femme. Non, donnez-lui le micro, c'est mieux. Madame, tu vas parler. J'ai d'abord une question avant que je passe. Au fait, je voulais expliquer d'abord un fait par rapport au discours du chef de l'État. Récemment, ici, lorsque M. Macron était venu, donc le chef de l'État a dit nous sommes maintenant concentrés sur l'insécurité, parce que nous parlons des élections. Oui. Nous sommes maintenant concentrés sur l'insécurité à l'Est, même les projets des 145 territoires, la construction de routes, tout ça. On doit mettre d'abord pause, si je pourrais bien dire, utiliser cette phrase, et se concentrer plus sur l'insécurité à l'Est. Pensez-vous qu'il y a la possibilité ou l'impossibilité d'organiser les élections? Parce que les discours des chefs de l'État ont dit tout. Hein. Bon, d'abord, il faut se poser une question qui est légitime. Et prenons la situation de plusieurs pays qui ont été en guerre. Imaginez-vous un seul instant que les élections en Ukraine aient été prévues en janvier de cette année. Est-ce que vous pensez que vous verrez un seul politique ukrainien passer à la télévision pour dire on doit respecter et on doit avoir des élections, ainsi de suite? Non. Parce que lorsque vous avez des problèmes sécuritaires, dans l'ordre des choses, lorsque vous hiérarchisez les priorités, la responsabilité du gouvernement, celle du chef de l'État, de la classe politique, notre propre responsabilité, c'est de mettre à l'abri tous ceux qui sont en passe ou tous ceux qui sont en insécurité. On va dire ça comme ça, clairement. Maintenant, est-ce que ça peut devenir un prétexte? Non, nous avons des astreintes, nous avons un délai constitutionnel à respecter. L'article 73 de notre Constitution dit que le scrutin présidentiel doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Ça, ce n'est pas négociable. Maintenant, comment concilier le respect de la Constitution et les aspects sécuritaires? Je crois que tous les efforts du gouvernement vont dans le sens de chercher des voies et moyens diplomatiques, mais aussi militaires, pour permettre à ce que l'enrôlement se fasse aussi dans la partie Est et que le processus électoral suive son bon train. Maintenant, il y a des inquiétudes aussi qui ont été émises par le président de la CENI. D'ailleurs,
je m'apprête à déposer une question orale avec débat pour que M. Kazadi, le ministre des Finances, vienne expliquer comment est-ce que, avec toutes les performances économiques alléguées pour l'exercice budgétaire 2022, on se retrouve dans une situation où la CENI ou son président dit ne rien avoir reçu depuis le mois d'octobre. Je pense que vous l'avez tous suivi sur la chaîne de Télé 50. Donc ça, c'est encore un autre mobile d'inquiétude. Alors, c'est vrai que ça peut s'apparenter à un prétexte, mais il faut voir la situation de terrain. Il faut aller à l'est de la République, parler avec nos frères et nos sœurs, leur parler des élections et savoir ce qu'ils en pensent. Moi, je considère que nous devons tenir les élections dans les délais, sans ménager aucun effort pour, si vous voulez, stabiliser le pays. Parce que enrôler des personnes dans des camps de déplacés, prendre le risque d'organiser des élections sur une partie du pays, c'est ouvrir la brèche à ces bandits qui ont déjà plus de 30 000 km² de territoire conquis, de dire, bon, vous voyez, les Congolais, ils ont organisé des élections dans leur pays, et s'il n'y a pas eu élection, nous allons nous autodéterminer. C'est un risque que nous allons prendre. Et si nous organisons des élections en mettant un peu d'accélération sur le déploiement, nous allons déjà mettre à mal les agents de la CENI parce qu'ils ne seront pas sécurisés. J'ai ouï dire qu'il y a eu des kits qui ont été pillés vers Béni. Donc, c'est très compliqué d'organiser des élections dans ces contrées-là. Est-ce que le gouvernement, au nom du respect de la Constitution, va prendre le risque d'organiser les élections sur une partie du territoire, avec toutes les conséquences fâcheuses que cela peut entraîner? Je ne pense pas. Donc, lorsque vous voyez les efforts diplomatiques conjugués avec des efforts militaires, c'est pour effectivement venir à bout de la situation, permettre à ce que le processus électoral se poursuive normalement et que nous ayons des élections à bonne date parce que tout le monde est soumis à ce délai constitutionnel et sous aucun motif, sauf celui de force majeure, et ce qui se passe actuellement s'apparente à de la force majeure, on ne pourrait déroger à cette obligation d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, il y a d'une part le respect de la Constitution, et nous devons respecter la Constitution, mais il y a d'autre part une obligation plus fondamentale, c'est de la sécurisation de tous les Congolais, où qu'ils soient. C'est Madame Déborah, enfin. Bonjour, honorable. Bonjour, merci madame. pour la parole. Vous nous avez parlé du fait qu'il faudrait aller vers ceux de l'Est, si j'ai bien compris, pour aussi avoir leur avis sur une possible organisation des élections ou pas. Bon, je n'ai pas dit ça en ces termes-là. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'aller à l'Est du pays, vous allez dans un camp de déplacés et vous expliquez, vous dites, écoutez, vraiment, dans ce pays, nous devons organiser des élections dans les délais et tout ça. Cette personne-là est juste demandeuse. C'est un demandeur, c'est une personne demandeuse de rentrer dans son village, de retrouver sa maison, de ne plus dormir dehors, d'avoir une vie normale. Ça veut dire que la priorité pour les personnes qui tuent et qui sont tuées, les personnes que l'on tue tous les jours, c'est la sécurité. Et donc, nous n'allons pas nous opposer les uns aux autres et surtout, nous n'allons pas prêter de prétexte fallacieux au gouvernement pour ne pas organiser des élections dans les délais. Mais ça, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'avant-hier, dans un village, on a tué 36 personnes. La réalité, c'est qu'au moment où nous parlons, il y a des combats intenses dans la partie est du pays. Ça, c'est la réalité. Alors, la question est de savoir, face à cette réalité, quelle attitude devrions-nous avoir? Pourrions-nous organiser les élections alors qu'il y a des gens qui continuent à mourir? C'est-à-dire qu'il y a d'une part des gens qui font une campagne électorale et d'autre part des gens qui sont tués à la machette. Ça, c'est la question. Et si vous trouvez que c'est quelque chose de normal, prenons quand même le risque de savoir, nous prenons quand même le risque qu'une partie du territoire échappe totalement et définitivement au contrôle du gouvernement, parce que déjà, le gouvernement aura consacré le principe qu'on pouvait organiser des élections partielles, comme c'était le cas en 2018, sauf qu'en 2018, ça ne concernait que, je crois, 1 ou 2 territoires, mais maintenant, nous parlons de 30 à 40 000 km² de conquis. Est-ce que nous allons refaire l'épisode de 2018? Et vous savez ce que ça a entraîné comme problème. Donc moi j'estime simplement que nous sommes des Congolais, nous devons être solidaires de ce qui se passe à l'est de notre pays et prendre aussi l'exemple de ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de pays qui ont été en guerre. Avez-vous déjà vu dans un pays en guerre
Alors, en guerre, où les politiciens passent à la télé pour parler des élections, pour parler du respect de la Constitution, ainsi de suite. Généralement, il y a un état de guerre ou un état de siège qui est proclamé, et les efforts du gouvernement sont focus sur le fait que nous devrions d'abord résoudre cette question avant d'entamer un processus qui lui-même se veut être sécurisé, transparent et crédible, comme le dit souvent la société civile. Ok. Regan veut prendre la parole. En fait, je voulais d'abord émettre un avis et puis une petite question. Par rapport aux élections de 2023 ici, à ce qui me concerne, vu la situation actuelle du pays, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire d'organiser des élections. Non, c'est nécessaire. Pourquoi je dis cela? Parce que le président qui sera élu à l'issue de ces élections aura un problème de ce qu'on appelle la légitimité. Pourquoi la légitimité? Parce qu'il y a une partie de notre territoire qui est occupée par les rebelles de M23. Alors, toute la population qui se trouve dans cette partie occupée ne vont pas voter. Alors, le président aura déjà un problème de légitimité. Il aura un problème de légitimité, il ne sera pas légitime. Alors, cette population qui ne vont pas voter seront exclus automatiquement de l'RDC. Et à ce moment-là, maintenant, ils peuvent revenir à ce qu'on appelle les droits du peuple à se déterminer, à se disposer d'eux-mêmes. Et déclarer que non, à ce moment-là, nous pouvons aussi être indépendants. Parce qu'il n'y aura pas de carte électorale, parce que si dans notre pays, la carte que nous reconnaissons des Congolais, après les passeports, c'est la carte électorale. Il n'y aura pas de carte électorale, ils seront qui? Des Congolais, des Rwandais, des Tutsis, des Nyamulés, on ne sait pas. Ils seront qui après les élections. Après, ils vont se reconnaître qui après les élections. C'est cette population-là. Est-ce que le plus important pour nous, Congolais, aujourd'hui, c'est respecter les délais constitutionnels ou d'assurer la sécurisation totale de notre pays. C'est ça la plus la question. La question que nous devons se poser aujourd'hui. C'est d'assurer la sécurisation de notre pays et assurer l'espace congolais dans sa totalité ou d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, la question maintenant, c'est à savoir, au cas où nous n'arrivons pas d'organiser les élections, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le respect de la Constitution. Quelle politique devons-nous appliquer pour assurer la continuité de l'État dans ces cas-là? Vous voulez d'abord réagir? Oui, enfin, je voulais réagir par rapport à ce que l'ami a dit. Moi, je pense qu'en 2018, il y a eu des élections palliatives. C'est-à-dire, on a organisé les élections ici dans le Grand Bandundu, tout ça. Et Yumbi et Butembo, je crois bien, on n'avait pas organisé les élections. Mais la population de cette zone-là n'ont pas déclaré à être s'autodéterminer, allais-je dire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le plus important ici, de respecter le principe. C'est sur base du principe qu'on peut bien gouverner un État. Si aujourd'hui on reste dans la logique ou la conception selon laquelle que si on organise les élections à Kinshasa, par exemple, dans les grands Bandundu, dans le Congo central, et si on n'organise pas les élections à Goma ou bien au Nord Kivu, ça va nous causer des problèmes. Non, non. Parce que la population de cette zone-là, à chaque fois qu'il y a un problème à ce qui concerne la sécurité, on voit la bonne foi. Ils manifestent leur bonne foi de dénoncer, bien sûr, les attaques de l'ennemi. Moi, je pense que organiser les élections de manière palliative ne va pas causer le problème à la continuité de l'État. Voilà. Voilà. J'aimerais encore contredire un peu l'argument de l'ami. Pourquoi? En 2018, le problème de Yumbi, c'était juste au niveau de Grabanundu. Et puis, les territoires de Yumbi ne posaient pas un trop problème pour l'ennemi, qui est actuellement le M23. Parce que si vous arrivez aujourd'hui au niveau de Yumbi, les peuples de Yumbi ne cherchent pas à se disposer d'eux-mêmes. On ne cherche pas un territoire là-bas que l'ennemi viendra aujourd'hui s'accaparer. Mais si vous arrivez aujourd'hui dans les espaces conquis aujourd'hui avec les M23, nous savons que l'agenda du Rwanda aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'expansion territoriale. Alors, si aujourd'hui nous organisons pas des élections, mais c'est l'occasion que nous offrons aux Rwandais de conquérir l'espace facilement. Alors qu'au niveau de Yumbi, là-bas, les Rwandais ne pouvaient pas venir conquérir l'espace ici au niveau de Yumbi. Ils ne pouvaient pas venir. D'accord. Mais là-bas, au niveau de Goma, là-bas, je vais vous départager parce qu'il faut que les autres parlent. J'ai vu des étudiants qui n'ont pas parlé, vous n'avez pas parlé, vous non plus, donc il faudrait que tout le monde ait la parole. Les situations sont différentes. À Yumbi, c'était un problème intra-ethnique. Vous aviez des Yaka qui s'opposaient, je crois, à une autre tribu, et c'était suite à des faits sociaux. C'était tous des Congolais. Ils se sont entretués parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une question, une manière de faire des uns et des autres. Okay? À Beni, il y avait de l'insécurité un peu avec les EDF. Ici, nous sommes en train de parler d'une conquête. Si vous regardez comment ils sont en train de faire, le M23 est en train de couper
tous les axes qui mènent vers Goma. Il est en train de prendre des territoires, il installe son administration. Et il me semble bien qu'il fait circuler sa propre monnaie là-bas. Des fois, c'est la monnaie rwandaise et ainsi de suite. Donc, ils ont leur administration, ils perçoivent des taxes. Et la vie a repris à Bunagana. Les gens de Bunagana s'y sont accommodés. Ils vivent avec le M23, ils savent que c'est comme ça. Donc, pour moi, je considère que c'est deux contextes qui sont différents, parce que lorsque vous suivez la dernière interview de M. Kagame, le président du Rwanda, il dit, et encore c'était de manière sibylline, il dit, oui, vous savez, c'est un problème qui date depuis 20 ans, il faut chercher le vrai problème. Qu'est-ce qu'il entend par le vrai problème? Ce sont les velléités que le M23 n'ose pas dire publiquement. Il attend conquérir suffisamment de territoire et que nous lui donnions la possibilité, l'opportunité de se dévoiler. Pour l'instant, il se bat comme s'il n'avait pas de mobile. Il dit simplement, non, on va négocier avec le gouvernement, mais en même temps, ils sont en train de rejeter tous les cessez-le-feu et ils continuent à attaquer. Et ils continuent à prendre des territoires. Donc, c'est une forme d'hégémonie. Alors, dès l'instant qu'ils prennent des territoires, ils installent des administrations, ce risque de balkanisation se confirme. Ce risque devient présent. Alors que la situation de 2018, non seulement c'était des petits territoires, dont vous aviez Yumbi et puis vous avez Beni, une partie seulement, et ils ont fait leurs élections après, ils ont pu élire les... Mais ici, vous êtes vraiment dans un schéma où on vous parle de 30 à 40 000 km², c'est plus grand que la Belgique. Donc pour eux, ça peut constituer tout un pays, tous les territoires qu'ils ont pris. Et comme ils avancent sans revendication publique connue, mais ils essayent, dans tout ce qui est organisation internationale, lorsqu'ils vont dans des forums, soulever cette question du royaume rwandais à l'époque qui s'étendait, de la guerre, des terres et ainsi de suite, on peut bien comprendre que comme ils ne sont pas en position de force, ils n'osent pas avancer sur cette rhétorique-là. Ils la gardent, mais je sais qu'à un moment donné, si nous continuons à nous affaiblir et qu'ils arrivent à conquérir une plus grande partie et que nous allons aux négociations, surtout si nous allons aux élections, ils peuvent bien vous dire, écoutez, vous avez fait des élections dans votre pays et vous avez oublié, comme d'habitude d'ailleurs, parce que regardez ce qui se passe. Ils sont en train de dire qu'ils doivent protéger les Tutsis, que la coalition FARDC, Maï Maï, Nyatura, FDLR sont en train de tuer les Tutsis. Donc, ils savent que cette rhétorique victimaire fonctionne. Et à un moment donné, s'ils ont ce qu'ils veulent en termes de territoire, ils peuvent dire on veut se protéger, on veut vivre dans notre coin et que personne ne nous dérange. Parce que si vous prenez les premières discussions, on a demandé de les cantonner et eux, dans les anciennes discussions avec le gouvernement, c'était toujours on veut un brassage, mais on veut rester dans la partie Est. On veut avoir la tête du commandement de toute la partie Est, Nord et Sud Kivu. On ne veut pas venir travailler à Kinshasa. Ça fait partie de leurs revendications. Donc vous comprenez très bien qu'eux, ils veulent une forme d'autonomie sur un territoire qu'ils considèrent a priori comme étant le leur. Et leur donner cette opportunité d'organiser des élections alors que le pays va très mal, ce serait quand même assez risqué, très dangereux pour notre nation. Je m'en abstiendrai, en ce qui me concerne, si j'étais président de la République. Ce sera la toute dernière question. On va changer de sujet, parce que le temps nous est compté. Honorable Momba, la thématique que nous invoquons maintenant, c'est les élections à venir, impossibilité ou possibilité. Ma préoccupation, j'aimerais que vous puissiez me répondre. Lorsque le président d'un organe technique habilité à organiser les élections dit à haute voix que depuis le mois d'octobre, il n'a rien reçu de la part du gouvernement, pensez-vous pas que c'est juste un prétexte pour ne pas organiser les élections par le délai prescrit par la Constitution? C'est une bonne question, mais moi j'ai questionné, je vous ai dit, je vais questionner le ministre des Finances. Il viendra nous expliquer, peut-être qu'il va le contredire, peut-être qu'il va apporter les preuves qu'il a respecté le plan de décaissement. Comme je n'ai pas encore les réponses, je ne sais pas vous répondre non plus, mais il est certain que si... Moi quand je me suis fait enrôler, les agents de la CENI commis à cette tâche m'ont dit clairement qu'ils ne sont pas payés, que ça faisait 2 mois qu'ils n'étaient pas payés. Et donc, ils étaient démotivés. Et comme on est au Congo, lorsque quelqu'un vous explique qu'il n'est pas payé, c'est pour que vous lui achetez un coca, que vous donnez quelque chose, parce qu'il vous explique qu'il n'a rien. Donc, si cela impacte le calendrier, naturellement, l'article 73 risque d'être violé. Parce que, savez-vous, il faut d'abord avoir un fichier électoral, il faut le nettoyer, mais au mois de juin, il faut déjà avoir la loi sur la répartition des sièges. Et le mois de juin, c'est dans 3 mois.
Est-ce que nous aurons cette loi? Si nous ne l'avons pas, cela veut dire que le calendrier sera fortement impacté et qu'il nous sera très difficile de tenir les délais. Mais comme nous n'avons écouté qu'une seule partie de l'histoire, ça veut dire que nous n'avons écouté que le président de la CENI, nous, à l'Assemblée nationale, on va s'organiser pour écouter la deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire le ministre des Finances. Et en ce moment-là, nous en saurons un peu plus. Voilà. On va prendre le tout dernier sujet qui va clôturer ce moment d'échange. Et là, on va parler de la venue de Macron. Quel est l'impact sur la politique internationale de la RDC? Il ne faut pas que ce soit les Peut-être mêmes. que ça peut être ceux qui n'ont pas encore parlé. Hein. C'est mieux. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle M. Mwanza Fabrice. Monsieur Mwanza Fabrice, ok. Oui, nous avions suivi tous à la télé. Parlez un peu plus fort. Hein. Nous avons suivi tous. Nous avons suivi tous l'arrivée de M. Macron. Moi, je voulais soulever sur son arrivée. Qu'est-ce qui a donné après son départ? Qu'est-ce qui a donné? Parce qu'il nous a parlé de la guerre qui s'est passée à l'Est. En tant qu'acteur politique, vous pouvez nous dire en ce moment-ci qu'est-ce qui a donné? Parce que jusque-là, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Bon, je vais essayer de répondre à votre préoccupation. Vous êtes des Congolais. L'avenir du pays, c'est encore vous. Moi, la venue du président Macron est un non-événement pour moi. D'ailleurs, ça ne me concerne pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise se voit renforcée parce que notamment la France a appuyé des efforts diplomatiques au niveau de l'Union européenne pour qu'elle soit soutenue. L'Union européenne a décaissé, je crois, l'année passée, la somme de 20 millions d'euros au profit de l'armée rwandaise, laquelle armée appuie le M23 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des armes qui tuent les Congolais, il y a des moyens logistiques utilisés pour tuer les Congolais qui ont été appuyés par l'Union européenne sous l'impulsion ou avec la bénédiction de la France. Premier élément. Deuxième élément, vous savez que le président Kagame a switché depuis très longtemps son pays vers l'espace anglophone. Ça veut dire que la langue officielle au Rwanda, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Mais vous allez aussi remarquer que c'est la même France qui a soutenu fermement la candidature de Mme Ishikwabo, qui est une Rwandaise anglophone, à la tête de la francophonie. C'est la même France. Lorsque vous allez fouiner sur YouTube, vous cherchez des vidéos, vous allez voir un sommet. Le dernier sommet auquel le chef de l'État a participé, M. Macron venait saluer tous les chefs d'État. Il est arrivé au niveau du président Tshisekedi. Il a refusé de le saluer. Il l'a snobé. J'ai très peu de respect pour ce genre de comportement. Aujourd'hui, lorsque je vois le président Macron, je parle de la France, et la France n'a pas fait du bien en Afrique. Vous avez remarqué, par exemple, des pays qui se réveillent comme le Mali, le Burkina Faso. Nous devons suivre cet élan, pas seulement se rebeller, parce qu'il faut simplement normaliser ou rééquilibrer les relations entre nous et l'Occident. Vous imaginez l'Occident aujourd'hui qui vous dit plus de diesel dans notre pays, donc les véhicules à diesel, ils vont bientôt les arrêter, et ils vous disent qu'à l'horizon 2035, il n'y aura que des voitures électriques. Et lorsque vous cherchez en France, là où il y a du lithium, vous n'en trouvez pas. Mais ils font des plans comme ça, sur base des matières premières qu'ils n'ont pas, parce qu'ils savent où ils vont les trouver. Et ils vont les trouver de gré ou de force. Ça veut dire que nous sommes un réservoir ici, on a découvert encore du lithium dernièrement. Ils veulent se développer sur notre dos, mais ils ont encore le culot de venir ici nous faire des leçons de démocratie et ainsi de suite. Aujourd'hui, lorsque vous allez en France, par exemple, j'ai l'occasion d'y aller de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle les restos du cœur. L'accroissement des personnes démunies sous Macron, c'est plus de 22%. Ça veut dire que la pauvreté a augmenté sous la présence de Macron de 22%. Il a été impuissant face à la montée des prix sur le marché, lui comme son gouvernement et son Parlement, parce que c'est la loi du marché.
Vous avez par exemple l'huile de tournesol qui coûtait, je crois, 1 euro, qui coûte à peu près 3 ou 4 fois le prix aujourd'hui. La vie est devenue autant compliquée qu'en Afrique lorsque vous êtes en Europe. Et il faut demander à ceux qui y vivent. Les factures énergétiques ont explosé. Donc je vois très mal un président qui est dans un pays où il y a des grèves tout le temps, où les Français sont obligés de travailler jusqu'à 65 ans, 67 ans, parce que la sécurité sociale a fortement baissé. Je vois très mal, alors que l'ensemble de l'Afrique, la dette de toute l'Afrique, c'est à peu près 800 milliards de dollars, mais que la France elle-même a une dette de plus de 2000 milliards de dollars, que le président français vienne ici et le toupet de vouloir nous donner des leçons. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis, comme la France, sont des pays fortement endettés, 10 fois plus endettés que l'Afrique tout entière. Donc nous avons l'avantage d'avoir une population jeune, nous avons l'avantage des ressources et le désavantage de la désorganisation. Il suffit qu'un mercantile mal intentionné qui fabrique des armes vienne vous dire, vous savez, lui, il est Hutu, toi tu es Tutsi, vous êtes supérieur, vous devez vous battre pour votre territoire. Si vous voulez, moi j'ai des armes, je vous vends des armes. Lui, il doit payer la retraite de ses... Il doit payer ses employés, il doit payer ses cotisations sociales, il doit payer à l'État. Donc il fabrique des armes pour les vendre, pas pour être stocké. Et malheureusement, l'Afrique est un terrain propice où on vend, parce qu'on sait facilement jouer avec les émotions des gens et commencer à les opposer les uns aux autres et les pousser à s'entretuer. Vous devez retenir que le salut de notre pays, comme le salut de l'Afrique, dépend étroitement de notre engagement en tant qu'Africains, notre engagement en tant que Congolais, l'intelligence que nous allons mettre à notre développement. Aujourd'hui, vous prenez des pays comme le Ghana. On monte des véhicules, les Nigérians ont leur propre marque de voiture et ça marche très bien. Et ils ont compris ça de telle sorte que leurs propres millionnaires achètent d'abord leur propre véhicule. Pendant que vous, ici, nous, Congolais, tout ce que nous avons, c'est pour l'étranger. Vous voulez mettre des sacs, des habits griffés, vous voulez que tout soit à la mode, mais en réalité, vous achetez, le peu que vous gagnez, vous les donnez aux étrangers. Regardez les pays qui se développent, ils sont souvent en boubou. Hein. Vous prenez le Ghana, vous prenez les Nigérians. Ils ont appris à consommer localement. Et donc, l'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu, ce n'est pas Macron était venu, Hammer est venu ici, il a même mangé l'intaba. Il était ici, il mangeait l'intaba ici. Il dansait chaque fois qu'il avait l'occasion de danser, il dansait avec nous. Il est parti, aucune entreprise américaine n'est venue investir dans ce pays. Macron est venu, il a pris la Castel. Bon, en plus, la Castel, c'est une société française, ok. Mais vous avez entendu le PDG de Total, lorsqu'il parlait du Congo, ils disent qu'ils ne peuvent jamais venir en RDC, avec tout le mépris du monde. Donc moi, que je voie Hammer venir danser, que je voie le pape venir, c'est la papauté, que je voie le président Macron venir. Donc, ce que je dis, c'est que personne dans son sac a une solution toute faite pour résoudre le malheur des Congolais. Nous avons tous dans nos mains une partie de la solution et nous devons développer l'énergie et la synergie nécessaires pour avancer de l'avant. Mais le reste là, c'est du folklore, c'est du théâtre. Lorsque ces personnalités viennent ici, elles pensent France. Il est allé au Gabon, on l'a filmé en train dans des forêts parce que la thématique, c'était l'environnement. Il arrive chez nous, la thématique, c'est bandal, boire, montrer qu'on sait danser, tout ça, parce que pour eux, nous sommes un peuple qui aime la fête. Comment voulez-vous, alors que des gens dorment à la belle étoile, que la seule meilleure image que le président français a voulu montrer, c'est qu'il est dans un bar en train de prendre une bière? C'est gravissime. Est-ce que vous voyez Macron aller en Ukraine et prendre la bière et se filmer? Non. C'est un manque de respect total. Mais c'est un manque de respect que nous avons occasionné, que nous avons permis. Et nous devons dire non, nous devons, si vous voulez, nous avons une fierté, et nous devons mettre cette fierté en valeur. C'est notre responsabilité, c'est désormais la vôtre. Vous devez être fiers de vous, mais pas seulement de la fierté inutile, de la fierté constructive, derrière laquelle il y a des bons actes, des bonnes actions, des choses qui sont construites, des choses qui sont pensées, qui sont réfléchies, que vous cherchez à réaliser. Donc, en tant que jeune, je vous le dis encore une fois, dans votre jargon, écartez tout ce qui est communauté internationale. Macron avait dit, Hammer avait dit. Il y a encore un autre, là, un coco là, des États-Unis. Là. Comment on l'appelle encore il est un peu vieux. Non, il parle souvent beaucoup là, comme ça, sur les réseaux. On le considère comme, entre guillemets, expert du Congo. C'est un Américain. À chaque fois, il dit, tel avait dit. Non, on est là, les Américains. On dit, non, pas les Américains. Comment Cohen. Voilà, Cohen et tout ça. Non, arrêtez ça. Chassez ce vocabulaire de votre jargon. Il faut dire Mamba dit, Fernand a dit,
tel a dit, nous avons pensé. Arrêtez avec ces choses-là. Personne ne va penser notre pays mieux que nous-mêmes. Et personne ne va l'aimer mieux que nous-mêmes. Donc restons concentrés sur ce qui est bien fait dans notre pays. Continuons à critiquer ce qui est mal fait, parce que le gouvernement ne fait pas tout de la meilleure des manières. Aujourd'hui, la situation socio-économique est catastrophique. La Banque centrale s'est résolue à faire un communiqué hier, concomitamment avec le ministère du Budget et le ministère du Commerce extérieur, pour dire qu'ils vont commencer à faire des communiqués sur la RTNC du taux de change, comme si le marché des changes répondait des communiqués de la Banque centrale. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc si vous n'appuyez pas, vous ne fournissez pas des efforts sur l'offre, ça va continuer à grimper, parce que les gens veulent réfugier leur monnaie dans quelque chose de stable. Il a des francs congolais, son premier réflexe, c'est de trouver des dollars. Et plus c'est rare, plus le dollar augmente. Donc, au lieu de publier simplement le taux officiel qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le marché, il faut agir sur l'offre des devises sur le marché. Et nous avons, entre guillemets, une réserve de change de 4,3 milliards. Il est temps que la Banque centrale utilise certains outils pour amener la situation à son niveau normal. Donc voilà un peu des choses que j'aimerais partager avec vous sur cette question-là. Macron, Reagan, qui encore? Vous avez d'autres noms? Oubliez ce genre de jargon de votre vocabulaire. Critiquez vos autorités, encouragez-les, critiquez quand il le faut. Et on va prendre la Lui, il n'avait dernière pas encore question. parlé, j'aimerais bien l'entendre. Oui, c'est lui qui va clôturer le temps. Honorable, Bonjour. merci pour la parole. J'ai suivi les débats, mais on n'a pas touché sur le socio-économique. Dans notre pays, on est en train de traverser un moment très dur. Au niveau de l'économie, notre économie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser une économie extravertie. Ça veut dire que nous sommes on dépend d'ailleurs. Mais que pensez-vous en tant qu'honorable, à travers ces circonstances qu'on est en train de traverser de l'économie, est-ce que, Parlement, il n'y a pas moyen de poser une question de débat pour essayer un peu d'inviter les ministres de l'économie pour se donner leur motif? Pourquoi il y a une augmentation partout? Même les jus, auparavant on achetait à 500 francs, maintenant c'est à 600, 700 francs. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème, on n'a pas personne qui peut aller pour parler à notre place. Mais aujourd'hui, c'est une occasion. À travers vous pouvez essayer un peu d'apporter notre demande au niveau des parlements. D'accord, je vais répondre très rapidement. Je ne sais pas la réalisation, il nous reste combien de minutes? On a pratiquement fini. On a pratiquement fini, donc malheureusement, on va rester sur notre soif. Je vais répondre à cette question-là et puis on va arrêter. Mais il y aura d'autres épisodes, donc on va se revoir, ne vous en faites pas. Bon, c'est vrai que je suis député national, mais nous sommes dans un cadre d'échanger des discussions. Donc ici, on est en train de voir un peu ce qui ne va pas, essayer de donner notre interprétation et nos explications par rapport à cela. La situation socio-économique, il faut la prendre de manière globale, c'est-à-dire sur le plan mondial. Ce que vous dites est totalement vrai. Nous avons une économie qui dépend à 90% des importations. Parce que notre industrie, notre tissu industriel est détérioré, donc nous ne produisons presque rien. Nous n'avons que Beltesco ici qui produit quand même, et quelques petites unités. Mais c'est vrai que 90% des choses que nous consommons sont importées. Cela veut dire, en d'autres termes, que ce n'est pas nous qui fixons les prix dans les pays producteurs. Je donne un exemple. Vous importez de la farine, ce n'est pas vous qui fixez le prix de la farine. Celui qui a fixé le prix de la farine, c'est le producteur. Et le producteur, lorsqu'il fixe ce prix, il le fixe en fonction de ses conditions de production. Par exemple, la farine de blé, depuis la guerre de l'Ukraine, a triplé de prix. Vous n'en produisez pas. Le producteur qui l'a produite dans des conditions difficiles va tripler son prix et vous allez l'importer et vous allez impacter le prix de la farine dans la fabrication ou dans le prix du pain. On va dire ça comme ça. Parce que vous avez acheté la farine la plus chère, vous allez impacter le prix de votre acquisition sur le prix de production et finalement le prix de revient, ça veut dire que le consommateur final va l'acheter beaucoup plus cher. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous avons des produits locaux, les légumes, le pondu, l'huile de palme. Alors vous allez vous poser la question de savoir, ok, pour ceux qui n'est pas importé, mais pourquoi ça coûte aussi cher? Il y a ce que j'appelle un effet d'entraînement. Parce que la maman qui a son huile de palme ou celui la maman qui vend son pondu doit acheter du savon. Mais lorsqu'elle constate que le prix du savon a augmenté, qu'est-ce qu'elle fait?
mais elle va hisser le prix de son pondou au prix qui lui permettrait d'acquérir le savon comme elle le faisait avant. Et la personne qui vient acheter du pondou cher, son budget se va augmenter parce que si elle achetait le pondou pour 1000 francs et que ça suffisait pour toute la maison, elle doit acheter maintenant le pondou pour 1500. Mais si cette personne, c'est un cordonnier, s'il faisait des chaussures à 200, quand il va aller, il dit que moi, le pondou, je l'ai acheté à 1500, donc je ne vais plus faire ça à 300, je vais faire ça à 700. Dans l'économie, il y a ce qu'on appelle des effets d'entraînement. Est-ce que ça dédouane le gouvernement de sa responsabilité? Non. Malheureusement, nous n'avons pas un ministre de l'économie. Nous aurions un ministre de l'économie, nous allions le questionner et peut-être même le sanctionner. Le dernier qui était là, il a été sanctionné pour la bonne et simple raison qu'en lieu et place de renforcer les capacités locales de nos pêcheurs, il a jugé bon d'importer du poisson dans un pays voisin et avec des mécanismes qui n'étaient pas logiques. Il n'y avait pas d'appel d'offres, il n'y avait rien. On sort l'argent de l'État, on distribue à quelques commerçants qui vont acheter du poisson, mais qui ne sont pas forcément dans la mécanique et qui n'ont pas forcément l'expertise, de sorte que Tokomi, le 31 décembre, Mbi s'est comité et puis ça a créé des problèmes et puis il a été obligé de quitter ses fonctions. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un ministre de l'économie. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tributaires aussi des prix du carburant. Nous ne sommes pas un pays producteur de produits raffinés, des produits pétroliers raffinés, dont le carburant, nous l'importons. Est-ce que vous voyez le prix à la pompe, par exemple? Aujourd'hui, le prix à la pompe, quand vous avez $20 avec le taux du dollar, vous allez constater que vous n'avez pas 20 litres comme il y avait avant, vous en avez 15. Ça veut dire que lorsque le transport coûte cher, que ce soit à l'importation, vous imputez les coûts de transport, que ce soit localement, le pondou qui quitte le Bas-Congo qui arrive ici, le prix de transport de ce pondou change aussi. Et donc, nous avons un problème de conjoncture mondiale, mais nous avons aussi un problème de faiblesse structurelle et de manque de stratégie de notre gouvernement dans ce sens-là. Parce qu'il y avait d'abord la Covid, qui était le premier prétexte. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, mais il est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas de mesures palliatives parce que nous sommes quand même un grand marché. Vous savez que les Chinois s'autosuffisent. Les Chinois produisent pour eux-mêmes. Le marché chinois, c'est un grand chinois. Ça veut dire qu'en Chine, pour devenir millionnaire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit que vous ayez une invention qui coûte $1 et qu'il y ait 1 million de personnes qui vous achètent ce jour-là parce que ça coûte, c'est bien. Vous avez $1 million. Parce qu'il y a 1 milliard de Chinois. Voyez-vous? Or, chez nous, nous avons un pouvoir d'achat qui est très faible. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas, si vous voulez, des mesures structurelles qui sont prises, la crise mondiale, celle de l'Ukraine, celle des produits pétroliers, nous frappe de plein fouet. Et lorsqu'on rajoute à cela la spéculation sur le marché de change, l'inertie de la Banque centrale, on peut tout à fait comprendre que nous sommes dans une situation qui est compliquée. Donc, pour vous terminer, le 15 mars, nous avons une rentrée parlementaire. Je sais que les débats seront houleux. Toutes les questions seront posées parce que nous en avons vraiment beaucoup, surtout sur la situation socio-économique, et voir dans quelle mesure on peut atténuer les effets de la crise mondiale. Donc voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Je suppose qu'il y a d'autres questions. Malheureusement, le temps nous imparti ne nous permet pas de répondre à toutes les questions. C'est d'ailleurs très intéressant que vous ayez des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Comme ça, lorsqu'on va vous inviter une autre fois, vous viendrez plus tôt et vous allez poser directement vos questions. Donc, Madame, je vous remets l'antenne pour clôturer. Alors, merci à vous d'être venu. Ce plateau reste disponible pour vous. Si jamais vous êtes intéressé à revenir, pour poser par exemple les questions qui vous sont restées sur la gorge, on est là pour vous. Nous vous remercions d'avoir suivi ce moment d'échange. Nous rappelons que Relève est un concept qui vous permet de vous exprimer. Mais le but principal de cette émission est de préparer la jeunesse d'aujourd'hui à la relève de la République démocratique du Congo demain. C'est un espace de liberté d'expression. Si vous êtes intéressé, si vous voulez participer, contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.